Bonjour chez vous, bienvenue pour cette quatrième de cette semaine j'ai vu. Au programme plus d'une dizaine de films, vous connaissez le principe, quelques mots sur les films. Je ne dis pas le synopsis, sauf s'ils sont pas très connus. Et ma petite note sur 20, bien entendu. C'est parti les enfants. Et on commence de suite par Poltergeist, réalisé par Jill Keenan, une production de Sam Raimi. Les productions de Sam Raimi, en ce qui me concerne, n'est pas un gage de qualité. Donc si vous suivez l'actualité cinématographique, les remakes des films cultes des années 80 affluent de plus en plus et c'est pas près de s'arrêter malheureusement. Donc ici on remake le Poltergeist, l'excellent Poltergeist de Tobe Hooper, qui est entre parenthèses le réalisateur du premier Massacre à la tronçonneuse, du moins l'original. Un petit mot sur l'original, qui c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un très bon film, et Tobe Hooper avait donné une bonne alchimie entre l'horreur et un pôle de comédie à son Poltergeist. Et en ce qui concerne ce remake de Jill Keenan, il nous livre une bouse monumentale, de la merde en barre, du foutage de gueule. Il n'y a aucune ambiance. Le film va trop vite au niveau de la construction du récit, elle est pourrie. Il y a de jolis mouvements de caméra, oui c'est vrai, mais ça sert à rien. Parce que les gens, quand ils vont voir, même s'ils ne connaissent pas Poltergeist, l'original, qui pensent voir un film qui fait flipper, le contrat n'est pas rempli. Mais loin de là. Le minimum syndical, c'est d'avoir des petits moments de flip. Et là, il n'y en a pas. Il n'y a que dalle dans ce film. C'est un film commercial, purement commercial, pour vous baiser la gueule. C'est ce que je pense. Et ma note est de 0 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Exelter, réalisé par Marcus Nispel, qui nous avait pondu un excellent film sur les Vikings, Pathfinder, rappelez-vous, et qui avait fait le remake de Conan le Barbare. Et je me rappelle que quand j'étais sorti de la salle, j'avais qu'une envie, c'était d'aller foutre le feu à sa maison. Mais revenons à Exelter. Donc de quoi parle Exelter? C'est des ados complètement cons, complètement idiots, qui veulent faire la teuf dans une bâtisse chrétienne où des événements passés se sont passés dans le passé. Voilà. Et donc le problème vient pas vraiment de la réalisation ni du récit, mais plutôt du montage. J'en suis sûr que le monteur, il est alcoolique. Mais le film est monté n'importe comment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film, si vous pensez la même chose que moi. Le monteur, je trouve qu'il a fait n'importe quoi. Il a monté avec ses pieds, quoi. Bon, bref. Le point positif, le seul point positif du film, c'est l'équipe des effets spéciaux qui ont fait vraiment leur taf. Le gore, il est vraiment très très bien fait et tout, mais à part ça, il n'y a vraiment pas grand chose à sauver dans ce film, parce que tout est du déjà vu. Voilà. Alors je pensais que après l'échec cuisant du remake de Conan, eh bien il allait, Marcus Nispel allait nous faire avec un petit budget, donc un film fantastique, avec des couilles, quoi, que ça allait envoyer la sauce, si je puis dire. Mais non, il n'y a aucune inventivité dans le film. Il y a beaucoup de scènes d'exorcisme dans le film, mais là, même dans les scènes d'exorcisme qui sont 100 fois répétées, ben, ils répètent ce qui a été fait auparavant, quoi. De William Friedkin, c'est pareil. Je t'envoie l'eau bénite, il y a le vent qui souffle, il manque plus que baisse-moi, sale pute. Enfin, je sais pas, aucune inventivité. Donc voilà, ça parle en démon, il y a toujours un grognement de bête derrière. Putain, mais les gars, quoi, l'originalité, faites-nous autre chose, quoi. Enfin, je sais pas, ça repompe sur d'autres trucs, quoi, et ça envoie pas du lourd, quoi. Du tout. Et ma note est de 0 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Pound of Flesh de
dernier Barbarache avec Jean-Claude Van Damme. Le synopsis tient sur une ligne, donc c'est notre JCVD qui va démanteler un réseau de trafic d'organes qui se passe en Chine. Eh bien, je trouve que Jean-Claude Van Damme reste à son âge extrêmement crédible au niveau des combats. Il a toujours un bon coup de pied. Mais le reste, c'est un navet. Vaut mieux se remater Full Contact, Bloodsport, voilà. Et ma note est de 0 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Time Lapse de Bradley King. Le synopsis est vraiment génial. C'est trois amis, ils sont colocataires en fait, et ils découvrent une machine photographique qui a la capacité de prendre des clichés du lendemain. Alors ça aurait pu être un thriller fantastique de très bonne facture, mais le problème c'est que les acteurs jouent vraiment mal. Mais bon, on est loin de Jay Courtney, hein, mais les acteurs jouent mal. Et puis en plus, jouent des personnages qui sont vraiment... qui prennent des décisions surréalistes, qui sont énervantes et irritantes. Et en plus, le réalisateur est mauvais. Le scénario est tiré par les cheveux, ultra poussif, surtout dans la dernière demi-heure. Avec un pôle de rigueur, un bon réalisateur et de bons comédiens, le film aurait pu être super captivant et c'est vraiment un très grand dommage, mais ma note est de 2 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Expelled d'Alex Goyette. C'est un teen movie, on met le cerveau en mode off. C'est un teen movie complètement débile, donc l'histoire c'est un lycéen qui se fait renvoyer de son lycée et il va tout faire pour pas que ses parents l'apprennent. Donc le film manque un peu de romance je trouve pour un teen movie, donc les gags s'enchaînent gentiment façon carambar. Il y a une scène qui se démarque qui est très drôle. L'acteur est un peu en surjeu et un poil agaçant aussi je trouve, mais bon c'est pas très grave. Le film reste dans la potacherie, mais l'ensemble reste correct et je lui donne une note de 7 sur 20. Cette semaine, j'ai vu Kumiko The Treasure Hunter de David Zellner. Donc l'histoire vite fait, c'est une japonaise qui découvre sur la plage une cassette vidéo qui contient un film et elle est persuadée que le trésor caché de ce film est en fait réel et elle va mettre tout en œuvre pour essayer de le trouver. Donc le film dure 1h45, je dirais qu'il est divisé en deux parties. Dans la première partie, le film s'axe sur la vie de cette japonaise qui d'ailleurs de tous les plans. Et c'est un personnage qui est extrêmement amorphe et qui parle très peu. Vous rajoutez à ça une mise en scène contemplative, ce qui donne quelque chose de très MLC et franchement j'ai failli crever tellement que c'était long. Mais... oh joie, oh quelle surprise, dans la deuxième partie, eh bien, le film devient onirique, métaphorique, merveilleux de symbolisme et de références cinématographiques et d'une poésie renversante, poésie macabre. Ma note est de 12 sur 20, mais il faut s'enquiller quand même cette première partie qui est très très lourde. Et c'est un film que je conseille à un pote, New Lines. Et on continue avec un live action, Prince of Tennis d'Abe Yuichi, un réalisateur qui avait déjà officié sur quelques épisodes d'Ultraman. Et donc c'est un film tiré de l'anime du même nom que je ne connaissais pas, enfin si peut-être que j'avais déjà entendu comme ça mais que je n'ai pas vu. Et franchement c'est une grave erreur parce que le film est vraiment une excellente surprise. Donc si vous extasiez devant les coups, la surenchère des coups improbables à la Shaolin Soccer, à la Shaolin Basket, que vous êtes fan d'Olivier Tom, ce Prince of Tennis est pour vous. Donc même si on n'aime pas le tennis, c'est pas très grave, le film bénéficie d'une aura méga jouissive. Sur 2 heures de film, franchement on se régale et c'est un film pour petits et grands. Donc j'imagine que le réalisateur a dû faire impasse sur, à la manière un peu de Kiseiju le live action, sur quelques profils psychologiques, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans le film.
eh bien c'est pas grave, donc ça, parce que le film traite de, c'est tout con, hein, c'est une succession de tournois en fait, et avec plusieurs personnages qui gravitent autour, quoi, donc des joueurs extrêmement charismatiques, mais il y en a d'autres qui sont mieux traités. Et le film reste dans son ensemble un spectacle vraiment total. Donc moi, je vais me jeter sur l'anime en attendant. Et donc je lui donne une note de 15/20. Et on enchaîne avec une comédie de zombies, Life After Death, réalisée par Jeff Bena. C'est un film plutôt sympathique. On va dire que le gros défaut du film, c'est qu'il n'y a pas de scénario, mais c'est pas très grave parce que c'est une succession de scènes loufoques qui se reposent essentiellement sur ces comédiens qui sont d'ailleurs très très bons. L'ensemble reste correct, on passe un bon moment, c'est une bonne série B, sans plus, et ma note est de 10/20. Cette semaine j'ai vu Souvenir de Marnie, un film d'Hiro Masayo Nebayashi, encore un bijou des studios Ghibli. Les dessins sont d'une beauté à couper le souffle. L'histoire en 2 mots, c'est la petite Anna qui va partir à la montagne, se ressourcer à cause de son problème d'asthme. Et là, elle va rencontrer la jolie blonde Marnie qui vit dans un château au bord d'un grand étang. Pourquoi s'aime-t-elle si fort? Pourquoi s'aime-t-elle si profondément? Est-ce une histoire romantique? Sommes-nous dans un rêve éveillé, triste, ou bien sommes-nous dans une histoire de schizophrénie? Pour ça, il faudra attendre le twist final qui va vous faire pleurer. De joie ou de tristesse, je vous conseille vraiment de voir un des meilleurs films de cette semaine, Souvenir de Marnie, ma note de 18/20. Cette semaine j'ai vu Hors de portée, un film de Jean-Baptiste Leonetti, très bon réalisateur français, du moins dans l'action. Il avait déjà officié sur un autre film que j'avais bien aimé qui s'appelle Carré Blanc. Donc l'histoire en 2 mots, c'est un riche industriel incarné par l'excellent Michael Douglas qui va engager un jeune guide pour aller chasser dans le désert. Le film tient sur 2 personnages, un seul cadre, le désert américain. C'est bourré de rebondissements, de suspense, le film perd jamais en rythme. On pense au livre Les chasses du comte Zaroff et une fin un poil expédiée, mais ça on s'en fout, c'est vraiment une série B sans prétention. Personnellement je me suis vraiment régalé et je lui donne une note de 14/20. Cette semaine j'ai vu Slow West, un film de John McClane. Donc l'histoire en 2 mots, c'est un jeune homme de 17 ans qui part à la recherche de la femme qu'il aime et sur sa route il va rencontrer un mystérieux voyageur incarné par l'excellent Michael Fassbender. C'est un western avec une atmosphère assez lancinante, tous les codes du western y sont. C'est un western mélancolique et poignant et ce climax final va vous laisser sur le cul. Et ma note est de 16/20. Cette semaine j'ai vu Terminator Genesis réalisé par Alan Taylor. Alors je me suis posé la question, pourquoi James Cameron a-t-il fait une vidéo pour soutenir Terminator Genesis? Je serais tenté de dire pour se payer une paire de lunettes de plongée à 10 millions de dollars, mais plus sérieusement, je pense que James Cameron en a strictement rien à foutre de cette franchise. On sait, tous ensemble, et lui aussi, que les 2 Terminator sont des chefs-d'œuvre. Et je pense je suis sûr même qu'il faut se faire à l'idée qu'il n'y a aucun réalisateur qui va raviver la flamme de cette franchise qui déchaîne autant de passion. Et c'est certainement pas Alan Taylor, ce réalisateur moisi, qui est l'auteur de Thor 2, Le Monde des Ténèbres, qui va redorer cette étiquette. Donc au début, avant que Thor 2 sorte, je me suis dit putain, un mec
un des mecs qui a réalisé les épisodes de Game of Thrones et tout, il va donner une touche de dark fantasy, mais franchement, bon, c'était décevant et lamentable. Et donc quand j'ai su que c'était lui qui serait à la tête de ce nouveau Terminator, eh bien j'avais quelques angoisses. Mais bon, je me suis dit, tiens, James Cameron le soutient et tout quoi, et puis Schwarzenegger aussi, ben, pourquoi pas, peut-être que ça va créer la surprise et tout, et en fait pas du tout. Il n'y a que dalle à sauver dans ce film, mais alors que dalle. C'est, comme j'aime bien le dire, c'est du foutage de gueule. Mais alors là, non seulement c'est du foutage de gueule quoi, mais il a tué mon enfance là. Ah ouais, bah oui. Alors c'est cool les références du 1, du 2 dans le film et tout, mais sur le papier, parce que à l'écran c'est nul. Il fait que détruire les scènes cultes qu'il a repompées. Et au niveau des scènes d'action, il n'y a aucune originalité, aucune inventivité, aucune intensité, mais aucune. Parce qu'à la base, Terminator est un film indépendant, un film horrifique qui d'ailleurs avait gagné le Grand Prix d'Avoriaz du film fantastique. Et dans Terminator 2, il y a toujours cette intensité au niveau de l'action, mais avec toujours cette pointe d'horreur en fait. Et là dans le Terminator Genesis, non seulement il n'y a pas ça, mais il y a pire. Ouais. Moi, si j'avais su que j'allais voir Scary Movie, que j'allais dépenser parce que je suis allé le voir à la fête du cinéma 4 euros. Avec 4 euros, je serais allé m'acheter 2 rouleaux de printemps. Hein. J'aurais plus kiffé quoi. Bon bref. Arnold Schwarzenegger, commence par lui. Quel est le connard qui a écrit ce scénario? Non mais sérieusement quoi. Il y a un running gag dans le film où on l'appelle Papy. Papy quoi, avec son sourire à la con. Non mais on regarde Terminator là, enfin je sais pas. Arnold Schwarzenegger, il a dit d'Alan Taylor qui serait le candidat, le réalisateur idéal pour réaliser Conan le barbare, enfin la suite King Conan quoi en fait. Putain, fais pas ça mec. Non, je vous en supplie quoi, faites pas ça quoi. Alan Taylor quoi, c'est vraiment le réalisateur que je déteste le plus au monde quoi. Je préfère plus Brett Ratner quoi, 1000 fois plus Luc Besson, c'est pour vous dire, qu'Alan Taylor quoi. On commence par le T-1000. Dans Terminator 2, Robert Patrick faisait peur. Vous savez quand il regardait comme ça quoi, et qu'il approchait son doigt quoi, qui s'allongeait près de l'œil de Sarah Connor quoi, joué par Linda Hamilton. Putain, ça faisait flipper quoi. Mais là, le T-1000 joué par un acteur que j'adore en plus, Lee Byung-hun, qui jouait dans Rise of the Devil et Le Bon, la Brute et le Cinglé. Ben, il est fade. Là, c'est en mode escargot. En plus, il apparaît que 10 minutes. Mais en plus, il invente rien. Mais vraiment, quoi. Je trouve que ce T-1000 est à jeter à la poubelle. Il ne sert strictement à rien. Ensuite, dans Terminator 2, Edward Furlong qui joue John Connor. Putain, mais il avait la classe. Il avait trop de classe, ce John Connor. Pourquoi prendre Jason Clarke qui a aucune classe? Il fait plus peur qu'autre chose, je trouve. Même, vous savez, on le sait tous quoi. Quand on a regardé le trailer nous a spoilé quoi, ce qu'était véritablement John Connor, la véritable nature de John Connor dans le film. Ben, même sans ça quoi, je sais pas, il a une gueule de méchant ça.
Il s'est spoilé lui-même, quoi, tu vois, avec sa tête, quoi. Enfin, bon, bref. C'est pas un mauvais acteur, mais encore, c'est vraiment la faute, à Alan Taylor. Je sais pas, quand t'es réalisateur, tu donnes des instructions aux comédiens. Le réalisateur s'est concentré vraiment sur autre chose. Les acteurs sont vraiment en roue libre et il n'y a aucune intensité, ils récitent leur texte comme ça, quoi. Donc bon, au niveau des scènes d'action, là, c'est vrai que du début jusqu'à la fin, ça n'arrête pas et tout. Donc alors, si bien évidemment, si vous regardez le film comme ça, vous allez dire oh putain c'est cool quand même, hein, Terminator, c'est pas mal, hein, parce que il y a des scènes d'action qui s'emboîtent les unes après les autres, quoi. Mais putain, mais si t'es un cinéphile, quoi, et que tu connais les deux premiers Terminator, mais putain, mais comment tu peux aimer ce film, quoi? C'est pas possible. C'est pas possible d'être cinéphile et même de donner 5 sur 10 à ce film. Même le réalisateur, il le dit que les ressorts spatio-temporels, quoi, il y comprend rien à rien. Il le dit dans Écran large. Sur le site Écran large, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ce film, c'est un film ultra commercial et il faut complètement oublier, pour apprécier le film, ce qu'étaient les vrais Terminator. C'est-à-dire le 1 et le 2, et puis même je préfère le 3 et même le 4 aussi. Parce que dans le Terminator 3, qui était jusqu'à maintenant le moins aimé de tous les Terminator, bien au moins il y avait cette intensité de course-poursuite du camion qui était super bien réalisée. Après le film a plein de défauts, mais là dans ce film, les scènes d'action, putain, c'est franchement c'est du déjà vu, elles sont même pas spectaculaires, quoi, je trouve. Un petit mot sur Emilia Clarke. Je trouve que c'est la seule qui tire son épingle du jeu. Bon, bien sûr, elle n'est pas ultra badass comme Linda Hamilton, mais bon, elle fait son job et tout. J'aime bien ses atouts, quoi. Donc voilà, je dirais pas de mal d'Emilia Clarke parce que je l'aime beaucoup, quoi. Mais bon, à elle seule, elle sauve pas le film. Et que dire de Jay Courtney, quoi. Mais putain, mec, il va prendre des cours, quoi, de théâtre, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout dans le cinéma actuel, lui, quoi? C'est pas possible, il a baisé avec des producteurs ou quoi? Je trouve que c'est un acteur lamentable. Mais vraiment lamentable. La scène où il découvre que c'est le père de John Connor, putain, elle est d'un ridicule. Mais ça vous a pas tilté? Ah ouais, non, mais vraiment, moi j'étais sur... je pleurais. Moi dans la salle de cinéma, je pleurais. Il y en avait qui rigolaient, hein. Mais moi ça me faisait pleurer, hein. Franchement, il a tué mon enfance, là. Et puis je souhaite qu'une chose, c'est que Alan Taylor se fasse sodomiser par un train, parce que c'est exactement dans l'état que j'étais quand je suis ressorti de la salle. Voilà. Et ma note est de 0 sur 20. Et on termine par le meilleur, Kundo, un film de Yoon Jong-bin, vraiment un réalisateur à retenir. C'est un Wooksapion made in Korea qui va retourner littéralement votre cerveau de cinéphile, qui va éclater vos pupilles tellement que les combats sont grandioses, épiques, méga jouissifs. En termes de réalisation, de narration, le film va vous laisser sur le carreau. Le scénario en plus défonce, la photo est sublime, les personnages sont charismatiques. On pense à Tarantino pour le côté pulp, pour les références cinématographiques. L'OST est très très sympa, anachronique, mais ça marche super bien sur le film. On pense aussi à une très grande référence, The Blade de Tuark, pas pour rien que notre héros principal porte deux épées qui ressemblent très fortement à l'épée cassée de Fu Manchu dans The Blade. Ce film m'a laissé vraiment sur le
cul et je pense qu'il va plaire à tous les cinéphiles qui sont fans de Wuxapian et ma note est de 19/20. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous si vous avez aimé. N'oubliez pas, ce n'est que mon avis et votre avis c'est le plus important. Et on se dit une prochaine fois pour Cette semaine j'ai vu. Bonjour chez vous.